suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité. Nous irons dans le sud de la France, à Lunel, pour écouter le témoignage d'un père. Son fils est mort en Syrie alors qu'il avait rejoint les rebelles. Comment est-il parti et surtout pourquoi? C'est ce que nous essaierons de comprendre. En Grèce, le port du Pirée n'est plus à vendre. C'est l'une des mesures fortes du nouveau gouvernement qui a stoppé le processus de privatisation. Une décision symbolique qui contrarie les investisseurs. Enfin, nous ferons une halte gourmande à Marseille pour découvrir une tradition de la Chandeleur. Ici, on ne fait pas sauter les crêpes, mais on déguste des navettes spécialement bénies par l'archevêque de la ville. Mais pour commencer, le plan Vigipirate dans les Alpes-Maritimes. Il est passé cette semaine au niveau alerte attentat, le niveau maximal. Une décision qui, vous le savez, fait suite à l'agression de 3 militaires au couteau. Une attaque qui s'est déroulée devant un bâtiment qui regroupe des associations juives. De quoi raviver l'inquiétude des Juifs de France, notamment à Nice, où cette communauté compte 25 000 personnes. Devant cette école juive de Nice, les parents pressent le pas. Rentrer au plus vite à l'intérieur du bâtiment, c'est se mettre à l'abri, car même si la présence des militaires rassure, tous ont en tête l'agression de la veille. Quel est votre état d'esprit ce matin? Je suis inquiète pour mes enfants, voilà, c'est tout. En colère et puis voilà, c'est plus possible quoi. Ah ben les enfants ils commencent à avoir peur de venir à l'école, nous aussi, et ça s'arrête. Certains ont même changé leurs habitudes et tenaient aujourd'hui à emmener eux-mêmes leurs enfants à l'école. D'habitude, il prend un car, donc un autobus. Je préférais l'accompagner ce matin, de manière à ce qu'il soit plus tranquille dans sa tête. Dans un autre quartier de la ville, même ambiance pesante, même méfiance dans une épicerie cachère. Voilà. Merci. Vous y pensez à une agression? La vie continue, hein, on vit. Hein. Pourtant, même s'il est persuadé que la communauté juive était la véritable cible de l'attaque, ce rabbin veut avant tout rassurer ses co-religionnaires. Faire confiance et surtout ne pas avoir peur, pas ce sentiment de peur, parce que c'est donner raison aux terroristes. Donc pas de peur, pas de panique, au contraire on continue à fréquenter nos lieux, on continue à fréquenter nos synagogues et nos écoles. Face à ce climat d'insécurité, une question, faut-il quitter la France pour Israël? Peu d'entre eux l'envisagent pour l'instant. Alors que signifie être juif aujourd'hui? Une religion, un attachement à l'État d'Israël, une culture ou toute autre chose? Pitchy Poi, le film de Charles Najman au cinéma depuis mercredi, tente de répondre à cette question. Cette fiction, qui fait l'éloge de la diaspora juive, trouve une nouvelle résonance depuis l'attentat contre l'hypercachère de la porte de Vincennes. Au lendemain du drame de l'hypercachère à la porte de Vincennes, une conversation entendue et qui pose la question du départ des Juifs de France. Je vais partir, moi. Si je m'en vais. Moi, je m'en vais pas. Moi, je m'en vais pas. C'est pas la communauté juive qui s'en va, c'est certains qui s'en vont. Moi, je reste en France. Moi, je reste en France. Je suis bien en France. Ouais, j'ai fait mon alliage, je suis revenu, je reste en France. Pitchy Boy, le film d'un cinéaste juif, vient lui prendre le contre-pied de l'Alia. Pourquoi tu ferais pas ton alia? La loi du retour, quoi. C'est très bien que je ne suis pas juif. Mais tu fais tout plus d'être juif, Tony. C'est pourquoi? C'est pour l'alia. Vous êtes juif? Il pose de manière criante la question de l'identité juive. Est-elle forcément liée à l'État d'Israël? Je dirais que c'est un film qui fait l'éloge de la diaspora juive, l'éloge donc de cette dispersion et le refus des nationalismes purs et durs qui reviennent aujourd'hui. C'est bien, Abraham, c'est bien. Tu es un bon juif, Abraham. Bien, tu as bien différencié les laitages de la viande. Bravo, Abraham. Avec humour, ce film drôle et aussi corrosif s'interroge sur ce qui est et ce qui fait la culture juive aujourd'hui. Est-il possible que l'errance soit quelque chose de joyeux, soit une affirmation positive, et aussi, ça c'est l'aspect plus politique, est-ce qu'il peut exister une identité juive aujourd'hui séparée, indépendante de l'État d'Israël ?
Pichipoy, c'est aussi l'histoire poétique, onirique et grave, avec ses fantômes qui viennent hanter le héros du film, prisonnier de son histoire, tel un funambule, prêt à tomber entre drame et délivrance. C'est un pays que personne ne connaît, où les ânes jouent du violon. Ce pays, c'est Pichipoy, un lieu imaginaire, un rêve, inventé dans un wagon menant à Auschwitz pour tenir debout dans les heures les plus noires de l'histoire de la Shoah. La lutte contre le terrorisme, c'est la priorité du gouvernement, avec le démantèlement notamment des filières djihadistes. Des réseaux plus que jamais au cœur de l'actualité, on a assisté à un nouveau coup de filet cette semaine. Et c'est dans ce contexte que la ville de Lunel, dans le sud de la France, est devenue tristement célèbre. Car avec 6 jeunes Lunellois tués en Syrie, les caméras se sont braquées sur cette petite commune. Les habitants redoutent aujourd'hui la stigmatisation. Il y a quelques mois encore, Lunel était connu localement pour son marché du dimanche et au-delà pour son muscat. Depuis, 6 de ses habitants sont morts en Syrie, 3 autres ont été arrêtés pour y avoir probablement contribué. La presse s'en est fait l'écho dans le monde entier, renvoyant à ce bourg de 26 000 habitants une image qui lui semble déformée. Nous on est jeunes, donc ça nous gêne un peu. C'est nous les prioritaires à partir là-bas, à faire des conneries. Après voilà, on n'est pas tous comme ça. Tous les Lunellois sont devenus des vedettes maintenant. Les frères d'Abi tiennent leur commerce à 2 pas de la place de l'église où la police est intervenue. L'actualité n'a rien changé à la fréquentation cosmopolite de leur commerce, mais on sent qu'elle ne leur fait pas du bien. On est stressé, c'est une mauvaise image. Faut arrêter de mettre les grands titres comme ce qu'on a vu, les Lunel sous le djihad, des trucs comme ça. Bon, c'est une minorité, mais il n'y a pas que ça. Mais bon, on le sait, hein. C'était pas nouveau. Simplement, on a mis le doigt dedans, quoi. Muet médiatiquement depuis le début de cette affaire, le maire de Lunel trouve ses répercussions totalement démesurées. 6 morts d'un seul coup. Voilà, tout le monde se rue de France et de Navarre en croyant que c'est à Lunel qu'il y a la filière qui nourrit le djihad, comme si la ville de Lunel était responsable des guerres en Irak, en Syrie. Voilà, c'est une machine de fou, quoi. Ces jeunes qui sont partis sont passés par la MJC, ces jeunes qui sont partis sont aussi passés par la mosquée, et même ceux qui les ont connus disent on n'a pas vu venir la chose. Donc c'est un truc qui nous échappe. De là à nous culpabiliser, je peux vous dire que je culpabilise à aucune manière, quoi. Lunel aspire à redevenir la cité Pescalune et non la capitale française du djihad. Ce qui ne signifie en rien que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors qui sont ces jeunes qui choisissent d'aller combattre en Syrie ? Nous nous sommes souvent posé cette question dans ce magazine. Pour mieux comprendre, je vous propose d'écouter le témoignage d'un père, celui de Raphaël, tué en Syrie en octobre dernier. Ce jeune homme, loin d'être en rupture avec sa famille, s'était converti à l'islam avant de s'engager pour des raisons humanitaires. La vie de Laurent et de son épouse s'est arrêtée le 22 juillet dernier. Au téléphone, leur fils Raphaël leur apprend qu'il est en Syrie. Pendant 2 mois, ils communiquent tous les jours par Internet. Ses parents effondrés vont même jusqu'à envisager d'aller le récupérer sur place. On avait de toutes les façons pris la décision avec ma femme de partir au mois de novembre en Turquie, quoi qu'il arrive, et de tenter effectivement de le récupérer à la frontière. Ils n'en auront pas le temps. Une femme de la communauté musulmane de Lunel vient sonner à leur porte. Elle leur annonce, photo à l'appui, le décès de leur fils lors d'une incursion de l'armée régulière syrienne de Bachar el-Assad. Nous sommes le 22 octobre. Ce jeune, brillant, souriant, n'est plus. Un jeune qui est heureux, qui était entouré par ses parents, ses amis, sa famille, aimé de tous. Lui est d'origine juive, attaché à la laïcité, elle d'une famille catholique. Leur fils unique et comme les autres, ses rires envahissent leur maison. Ils l'ont élevé dans un esprit de totale ouverture. Raphaël prend part à toutes les discussions. Passionné d'échecs, de jeux de société, d'informatique, il monte un groupe de rock qui se produit un peu partout. Il passe son bac sans difficulté particulière, mais se cherche pendant 1 année. Il fait pendant cette période une rencontre qui oriente sa vie spirituelle. Il a rencontré par hasard Oussem Mousli. Oussem lui a parlé de cette religion, lui a raconté sa vie et a
de ce que j'ai compris, effectivement, touché à une fibre affective très forte, puisque Raphaël m'a dit qu'à l'issue de cet échange, il avait pleuré comme un bébé. Et c'est ce détonateur, on va dire, cette espèce d'émotion très forte qu'il a ressentie, et ce discours que lui a tenu Oussem, qui ont fait que Raphaël s'est intéressé et a pris la décision très rapidement de se convertir. Alors ces rencontres évoluent. Il entre à Epitech, une école d'ingénieurs informatiques à Montpellier. Il y suit un cursus de 4 années, mais il se tourne vers d'autres amis lunellois. Le Coran accompagne le plus souvent leurs activités. Même ici, sur la plage de la Grande Motte, un livre sur le Coran ne quitte pas ces jeunes. Quand il décide de partir en Syrie, ce n'est pas pour faire la guerre, mais pour aider les populations syriennes. Les motivations dont il nous fait part au téléphone sont d'ordre humanitaire. Raphaël, apparemment, on va dire que les forces qui l'ont amené à prendre cette décision étaient des forces qui, d'ailleurs, de mon point de vue, ont toujours été les ressorts qui l'ont maintenu, effectivement, à l'intérieur de cette forme que moi je désigne de sectaire et endoctrinaire, qui sont effectivement la victimisation, donc l'envie effectivement de répandre du bien et d'apporter effectivement des solutions à une forme de peine. Raphaël était un médiateur, mais régulait aussi Internet dans cette partie de Syrie. Une vingtaine de combattants venus entre autres de Lunel y étaient regroupés. Tous, selon Raphaël, étaient membres du groupe fondamentaliste islamiste Tablir qui fréquentait la mosquée de Lunel. Raphaël ainsi que les autres perpétuellement en fait avaient des petites animations, faisaient des choses à la mosquée. Il réalisait effectivement, alors qu'il était à peine expérimenté dans la région musulmane, des prêches. Mais tout ne se passait pas seulement à la mosquée. Il y a des choses qui se passent off, effectivement. Raphaël avait ce qu'ils appellent les assises, chez des particuliers où ils avaient des échanges religieux. Ces échanges religieux l'ont donc conduit dans ce pays en guerre, et même s'il y séjournait pour des raisons humanitaires, à un moment, lui, l'inexpérimenté, a dû prendre les armes lors d'une intrusion de l'armée régulière syrienne. Ce jour-là, 17 combattants y ont perdu la vie, dont Raphaël et 2 de ses amis de Lunel. Son fils Imad aussi a perdu la vie, tué par l'un de ces jeunes qui pensent combattre au nom du djihad. Latifa Ibn Ziaten est la mère de l'une des victimes de Mohamed Merah. Souvenez-vous, c'était à Toulouse il y a 2 ans. Depuis, elle parcourt la France pour aller à la rencontre des jeunes, leur expliquer le véritable islam et surtout le sens du djihad qui signifie en réalité dépassement de soi. Les collégiens et les lycéens ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes des terroristes, à la demande de cette mère d'un des soldats tués par Mohamed Merah en 2012. Latifa Ibn Ziaten leur parle de l'islam, humilié, sali par les responsables des tueries et des attentats en France. Quand on entend le mot de djihad, c'est quoi le mot de djihad pour vous? Une guerre sainte. Une guerre sainte. Quand on est à l'école, on fait le djihad, on travaille pour réussir. Ça, c'est le djihad. Face à face, la mère de famille s'adresse directement aux élèves et les conseille. C'est très important d'écouter vos parents, d'être attentifs et de respecter les valeurs de la République, les valeurs de la laïcité. Latifa Chey, conseillère municipale, l'a invité aussi à ouvrir un dialogue avec le public. Pour les adultes, c'est la même affirmation. Mohamed Merah, c'est un assassin. C'est pas un martyr. C'est pas un héros, c'est un assassin. Dans la salle, des enseignants témoignent des idées de quelques-uns de leurs élèves. Vous savez, moi, après les événements qui ont eu lieu à Paris, j'ai une élève qui m'a dit il paraît que chez les musulmans, pour aller au paradis, il faut tuer quelqu'un. Pour Latifa Ibn Ziaten, ce ne sont pas seulement les professeurs ou les élus qui doivent encadrer et éduquer les jeunes, mais ce sont surtout les familles. Chaque père et chaque mère, elle est responsable de son enfant. Vous savez, personne ne peut donner de l'amour à son propre enfant que les parents. Le débat a duré 3 heures et tous sont émus. Elle ne s'est pas effondrée, elle s'est relevée, elle est restée digne. C'est ce qui est admirable. Sa dignité, sa force, son courage de se redresser après tout ça. Même que je suis fatiguée, il faut rester fort, il faut rester debout. Il faut passer ce message de paix et de vivre ensemble. Et surtout aux parents d'être vigilants. C'est important. Depuis 2 ans, c'est la seule mère d'une victime d'un terroriste qui accepte de témoigner partout en France.
Alors malgré les explications, l'islam est de plus en plus mal perçu. En Italie, par exemple, on constate une forte poussée islamophobe en Lombardie. Dans cette région, l'une des plus riches du pays, la Ligue du Nord, formation populiste voire xénophobe, vient de faire voter une loi anti-mosquée. Et cela sans déclencher aucune réaction de la classe politique. Cette loi anti-mosquée, c'est l'idée de Roberto Anelli avec les autres élus de son parti, la Ligue du Nord. Il estime qu'il a permis d'éviter une catastrophe à Milan. L'entrée devait être ici. J'espère qu'on a pu éviter un désastre, sinon ils ne s'arrêteront jamais. Une mosquée pour 7000 fidèles en lieu et place de ce palais des sports désaffecté. Un cauchemar pour l'élu du parti xénophobe qui n'a pas peur des raccourcis. Mosquée ne veut pas dire terrorisme. Mosquée veut dire risque de terrorisme. Moi, je n'ai jamais vu un pasteur chrétien dire que tuer vous ouvre les portes du royaume des cieux. Les élus de la Ligue du Nord de Lombardie n'en sont pas à leur premier coup d'éclat. Pour dénoncer ce qu'ils appellent la colonisation musulmane de l'Europe, ils avaient déjà inventé ce slogan « Oui à la polenta, non au couscous ». Leur leader, Matteo Salvini, en bras de chemise à gauche, se retrouve d'ailleurs sur ce thème avec toute l'extrême droite européenne, un populisme qui fonctionne en Italie. Il y a beaucoup trop de musulmans. Ça atteint des niveaux incroyables. Moi, je veux que ça s'arrête. Et face à ce sentiment de rejet qui monte et sur lequel les politiciens xénophobes soufflent, la communauté musulmane italienne est tout simplement abasourdie. Ils dépeignent les musulmans comme des diables. Et celui qui n'est pas informé, qui n'est jamais sorti d'Italie, il le croit. Cette loi était en préparation depuis 8 mois, mais son adoption quelques semaines seulement après les tueries de Paris ne pourra qu'alimenter un climat d'islamophobie. Dans le reste de l'actualité, il y a la percée du parti antilibéral Podemos en Espagne. En Tunisie, le nouveau gouvernement a obtenu la confiance du Parlement. Et on commence par une escale dans le port de Marseille où la SNCM en sait un peu plus sur les offres de reprise. Un tour d'horizon préparé par Stéphane Hilarion et Sophie Tallois. Ce nouvel épisode du feuilleton SNCM. Mercredi, la direction a présenté les 7 offres déposées pour la reprise de la compagnie. 4 ont été jugées crédibles. Elles émanent de l'homme d'affaires Daniel Bérébi, de l'ancien patron du port de Marseille, Christian Garin, du transporteur corse Patrick Roca et la dernière d'une compagnie de ferry grecque Attica. Des offres qui prévoient de garder entre 700 et 900 salariés sur 1450 CDI. Le syndicat majoritaire dénonce une casse sociale. La meilleure garantie sociale et industrielle pour les salariés, en premier lieu l'emploi, mais également les collectivités territoriales, c'est que l'État accompagne la venue d'un repreneur si le plan proposé industriel était de bon niveau. Aujourd'hui, il n'y en a aucun sur les plans qui nous ont été présentés déjà qui est au bon niveau pour la CGT. Des repreneurs qui conditionnent leur offre à la transmission de la délégation de services publics entre la Corse et le continent et l'effacement des 440 millions d'euros d'aides publiques illégales dont Bruxelles demande le remboursement. Le tribunal de commerce pourrait se prononcer fin mars. Cette semaine marquait une nouvelle étape pour la Tunisie. Jeudi, le Parlement a finalement accordé sa confiance au gouvernement du Premier ministre Habib Essid, désormais à la tête d'une large coalition dominée par le vainqueur des élections législatives d'octobre, Nida Tounes. Le parti du président de la République, Béji Caïd Essebsi, obtient 6 ministères, dont les affaires étrangères. Les islamistes d'Ennahda, exclus de la première équipe proposée par le Premier ministre, entrent finalement au gouvernement et obtiennent le portefeuille de l'emploi ainsi que 3 secrétariats d'État. Enfin, les ministères très sensibles de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice ont eux été confiés à des indépendants. Si c'est puede, oui c'est possible. Après l'éclatante victoire de Syriza en Grèce, la gauche radicale espagnole se met à rêver. Le week-end dernier, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Madrid à l'appel du jeune parti Podemos pour dire non à la politique d'austérité imposée par l'Europe. Une volonté de changement et un espoir incarné par cet homme, Pablo Iglesias, 36 ans. Athènes, l'Europe, 2015, c'est l'année du changement. Un vent de changement démocratique souffle sur l'Europe.
Créé il y a un an à peine, le parti Podemos nourrit l'espoir d'accéder au pouvoir rapidement en remportant les élections municipales, régionales et législatives prévues cette année, galvanisé par les derniers sondages qui en font le deuxième parti d'Espagne devant le Parti socialiste. Cette mobilisation en Espagne intervient une semaine seulement après la victoire de la gauche radicale en Grèce. Syriza, vous le savez, a remporté les législatives sur la promesse de mettre fin à l'austérité. Mais ce n'est pas si simple, alors que le nouveau Premier ministre, Alexis Tsipras, va à la rencontre des dirigeants de l'Union européenne pour tenter d'obtenir leur soutien. De son côté, la Banque centrale européenne a décidé de ne plus financer les banques grecques. Un chantage que dénoncent ces manifestants. Ils étaient 5000 jeudi soir dans les rues d'Athènes. En attendant, le gouvernement a pris ses premières mesures choc. Le processus de privatisation du port du Pirée a été stoppé net. Le Pirée, un des plus grands ports de la Méditerranée. Symbole d'une puissance grecque déchue, mais toujours objet de toutes les convoitises. Depuis 5 ans, le drapeau chinois flotte sur 2 des 3 terminaux. À part quelques caractères, le propriétaire COSCO, un très grand consortium chinois, reste très discret. Et quand il faut communiquer, c'est le directeur grec qui s'en charge. On a fait passer la capacité du port de 1,3 million à 2,6 millions de containers. 1100 employés, 8 seulement sont chinois. Investissement, savoir-faire et flexibilité du travail, les Chinois ont ressuscité le port. Alors, l'annonce de l'arrêt des privatisations par le nouveau gouvernement passe plutôt mal. Je pense que c'est vraiment dommage, car ce que l'on a réalisé ici en 5 ans, c'est du jamais vu en Grèce. Le groupe chinois a obtenu la gestion du port pour 35 ans et était candidat à de nouvelles privatisations. Stopper le processus, les rares employés chinois ont préféré répondre avec une pointe d'ironie. Oui, je suis chinoise, mais je vis en Grèce et je suis heureuse que dans ces temps très difficiles, on puisse offrir aux Grecs un travail stable. Dans le terminal grec du port, une toute autre vision de l'arrêt des privatisations. En s'habillant, les dockers se sentaient plus légers. Maintenant, on démarre le boulot avec le sourire, alors que depuis 5 ans, on avait la peur au ventre. Soit d'être racheté par des étrangers, soit de perdre notre travail. À la pause café, les discussions tournent autour des conditions de travail dans la partie chinoise. Salaire et conditions beaucoup plus drastiques. Maintenant, on sait que notre gouvernement va se battre avec l'Europe pour tenir ses promesses. Le gouvernement grec doit à présent assumer ses annonces vis-à-vis de ses partenaires et investisseurs. La Chine, qui était pressentie pour le rachat de nouvelles parts dans ce port du Pirée, a fait part de son inquiétude et demande à la Grèce de respecter les contrats signés. On va parler de toute autre chose à présent. C'était la Chandeleur lundi, une fête chrétienne qui marque l'ouverture de la période de carnaval. C'est le cas à Venise où les festivités ont débuté. On a assisté à des défilés sur l'eau, à bord de gondoles bien sûr, mais également d'embarcations de toutes sortes. Un pianiste est même venu se poser sur la lagune. Le carnaval de Venise est lancé officiellement ce week-end et se poursuit jusqu'au 17 février. À Marseille, c'est une autre tradition qui est associée à la Chandeleur, la dégustation de navettes. Ces biscuits en forme de barque allongée et parfumés à l'eau de fleurs d'oranger font l'objet d'un véritable cérémonial. Ces navettes sont même bénies par l'archevêque. La navette, c'est d'abord un bateau comme celui-ci, venu, paraît-il, apporter l'évangile en Provence. Et pour cette reconstitution traditionnelle à la Chandeleur, les chrétiens de Marseille n'hésitent pas à braver le froid avant l'aube. Je me suis levée à 4h moins le quart. Il faut se lever un peu tôt, c'est vrai, c'est un peu difficile. Mais bon, on est bien récompensé. Récompensé par un autre genre de navette. Des biscuits qu'on fabrique dans cette boulangerie depuis plus de 200 ans. Et pour la Chandeleur, les Marseillais se les arrachent. Chaque année, le 2 février, c'est comme ça. Le rush, 4h45, comme ça jusqu'à 20h. Je suis la comptable de la société. Donc le 2 février, tout le monde est dans le magasin. La raison de cette agitation, la voilà. Ces quelques mots prononcés par l'archevêque. Bénis ces navettes, Seigneur,
ceux qui les fabriquent, ceux qui les vendent et ceux qui les en mangeront. Ceux qui les mangent, justement, jouent déjà des coudes dehors, comme un jour de solde. J'ai fait la queue pour attendre qu'elle soit bénie. Pourquoi ça n'a pas le même goût quand c'est Ah non, c'est pas pareil. Ils sont meilleurs. C'est ça la foi et l'amour de Marseille et des navettes. Alors d'où vient le succès de ces gâteaux à la fleur d'oranger? Peut-être bien de la recette. De la farine, de l'eau, du sucre et mon patron rajouterait beaucoup d'amour. Et un secret que bien sûr lui seul a. On ne saura pas? Non. 19,20 €. Merci bien. Des gâteaux qui se mangent et qui se conservent. Garder une navette au fond d'un placard porte bonheur, dit-on, toute l'année. C'est un nom synonyme de luxure, pouvoir et violence. La dynastie des Borgia a marqué l'Italie de la Renaissance et aujourd'hui encore, elle continue de fasciner. Devenus personnages de romans, de théâtre et même de séries télé, les Borgia ont inspiré des générations d'artistes. Mais qui étaient-ils vraiment? Le musée Mayol à Paris brosse le portrait d'une famille sulfureuse devenue mythique. C'était des mécènes italiens du 15e, 16e siècle. À la fois l'absence de scrupules moraux, le désir d'arriver et puis cette espèce d'empire qu'ils ont quand même installé. J'ai suivi aussi une série à la télé sur les Borgia qui m'a permis d'approcher cette famille sulfureuse. Ils sont empris du mal, il y a tellement de mythes autour d'eux, tellement d'histoires, c'est fascinant. À peine un siècle de règne et 5 siècles de gloire dans notre imaginaire collectif. Les Borgia sont partout et depuis toujours. De Victor Hugo et Alexandre Dumas au manga et BD sexy. Il est temps aujourd'hui de voir cette famille en peinture et de les découvrir autrement. La famille Borgia a plusieurs facettes. Il y a incontestablement la facette sulfureuse de népotisme, donc du fait de placer les gens de la famille au poste clé pour assurer la prospérité et la postérité de la famille. Mais d'un autre côté, il s'agit aussi d'une famille qui a œuvré beaucoup pour que Rome redevienne une ville de premier plan en Italie. Les Borgia étaient donc aussi de grands mécènes, comme en témoignent ces dessins de Léonard de Vinci et de Michel-Ange, ou ces peintures de Raphaël et du Titien. Dans la famille Borgia, on connaît le pape Alexandre VI, César, l'homme politique redoutable, sa sœur enfin, la sulfureuse Lucrèce, dont cette mèche de cheveux est une des rares reliques. On ne peut pas certifier, effectivement, il y a plus de témoignages qui s'accorderaient à dire qu'elle est blonde plutôt que châtain, mais en fait on ne peut pas le savoir avec certitude parce qu'il y a aussi d'autres portraits qui la représentent avec les cheveux châtains. Le musée Mayol ambitionne de montrer le véritable visage des Borgia et de les dédiaboliser. À vous de voir si vous avez maintenant foi en eux. Et sachez que vous pouvez voir ou revoir ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page Journal de la Méditerranée. On se quitte avec des images qui vont faire plaisir à ceux qui sont déjà en vacances. La neige est tombée abondamment ces derniers jours, en montagne mais également en plaine, et le pourtour méditerranéen n'a pas été épargné. Au revoir, passez une très belle semaine.